savez, je vais vous avouer quelque chose. De toutes les conférences d'Apple, il y en a plusieurs par an, c'est celle que je préfère. Beaucoup de gens adorent celle de septembre où ils présentent les nouveaux iPhones et potentiellement des fois des nouveaux Mac. Pour moi, c'est celle-ci, celle de juin, où on nous présente les nouveautés logicielles. Puisque on est des développeurs logiciels, on aime avoir des nouveautés. Alors oui, ça nous rajoute du travail, on a reçu nos cahiers d'été pour les vacances, on a des choses à faire, mais rassurez-vous, tout ce que l'on va faire là, ça va nous permettre de gagner des nouveaux utilisateurs et d'avoir des apps encore meilleures. Donc pourquoi s'en priver? On va parler des nouveautés qui ont été annoncées hier soir. Il y en a pas mal, je vous préviens. Donc accrochez-vous, je vais peut-être parler un peu vite parfois pour essayer de raccourcir le format, mais ça va quand même être un format un peu plus long que d'habitude parce que Apple nous a sorti des conférences assez longues. Il n'y en avait pas qu'une, il y en avait deux. Il y avait le Keynote que tout le monde connaît, la plupart des gens entendent parler du Keynote, mais j'ai aussi regardé le State of the Union pour savoir quelles sont les nouveautés vraiment pour les développeurs qui ne sont pas mentionnées dans le Keynote. Dans le Keynote, on a les fonctionnalités pour les utilisateurs, quelques fonctionnalités pour les développeurs, et surtout, on doit essayer de deviner dans le Keynote comment on va tirer parti de ces fonctionnalités en tant que développeur. Et bien dans le State of the Union, qui est la vidéo un peu plus longue et un peu plus technique qui arrive une heure après, ben là, on a le détail technique pour les développeurs. Donc j'ai regardé les deux, j'ai pas mal de choses à vous dire, et on va attaquer direct avec iOS 16 et la fonctionnalité que personnellement j'attendais depuis longtemps, et que beaucoup de développeurs et utilisateurs attendaient depuis longtemps, c'est personnaliser l'écran de verrouillage. Vous savez, lorsque votre iPhone est éteint, que vous le touchez pour voir l'heure, jusqu'à présent, vous voyez que l'heure et la date et souvent une jolie photo. Voilà. Et puis, il y avait tout cet espace vide qu'on avait envie d'exploiter. On avait des notifications, des fois, qui se rajoutaient, qui remplissaient l'écran. Apple se prenait un peu de place pour certains widgets qui étaient uniquement pour eux, par exemple pour la musique. Et bien ça y est, ils ont ouvert l'accès à cet écran pour les développeurs et pour les utilisateurs, puisqu'ils vont maintenant pouvoir personnaliser les écrans, changer la police, les couleurs. Il y a plusieurs règles de mise en page que les utilisateurs vont pouvoir personnaliser. Ça ne nous concerne pas trop à nous les développeurs, puisque c'est vraiment de la personnalisation et c'est Apple qui va gérer tout ça. Par contre, ils ont ajouté la notion de widget. Vous savez, les widgets qu'on avait déjà dans les précédentes versions d'iOS, et on avait vu ensemble qu'on allait créer sur les précédentes versions. On avait vu que c'était quand même plutôt simple. J'avais fait un cours dédié que vous aviez suivi, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'était simple de faire un widget. Et bien maintenant, on va pouvoir appliquer ces widgets à l'écran d'accueil. Alors, il y a des petites différences. Le format n'est pas le même, on n'a pas autant de place. On ne peut pas mettre autant de widgets. Je crois qu'il y a 4 slots. Il y en a 3 en dessous, et puis un juste à côté de l'heure en haut. Donc c'est quand même limité en termes de place, et les places seront chères, il faut que vraiment votre application soit importante pour que l'utilisateur choisisse d'ajouter un widget que vous aurez créé là-dedans, mais c'est tout à fait possible, et comme on a vu que c'était déjà simple à faire avant, et maintenant ils sont encore plus petits, donc il y aura encore moins de travail pour vous, ça peut valoir le coup de développer ces fonctionnalités. Dans tous les cas, en tant qu'utilisateur, c'est une fonctionnalité que j'attendais depuis longtemps, et je pense que vous aussi, on devrait apprécier d'avoir des écrans un peu plus utiles, au lieu d'avoir juste l'heure et la date, d'avoir d'autres informations sur l'écran, sans avoir besoin de prendre le téléphone, de le déverrouiller pour de bon, ça peut être cool. À mon avis, ça peut être cool. Ok, donc pour les développeurs, on a vu, ça va être un peu plus de travail, mais c'est une fonctionnalité vraiment intéressante, donc on va pouvoir en tirer parti si on en a envie. Autre fonctionnalité qui a été ajoutée liée à ces écrans-là, c'est la liaison entre ces écrans d'accueil, ces écrans de verrouillage, et le mode de concentration, ou le focus mode en anglais. Donc cette fonctionnalité qui était apparue l'année dernière, que j'adore en tant qu'utilisateur, mais qui malheureusement n'est pas utilisée par beaucoup d'utilisateurs. Ça reste une fonctionnalité avancée qui est surtout pour les geeks, parce que la plupart des gens vont utiliser uniquement le mode normal et le mode ne pas déranger. 90% des utilisateurs vont faire que ça, mais certains vont personnaliser et créer d'autres modes, un mode de travail, un mode de sport, un mode de relaxation, détente, un mode ami. On peut créer plusieurs modes, et dans chaque mode, on pouvait déjà préciser quelles étaient les applications autorisées, quelles étaient les notifications autorisées, les appels qu'on pouvait recevoir. On pouvait filtrer plein de choses. On pouvait filtrer les personnes, on pouvait tout filtrer en fonction des modes. C'est intéressant, ça demandait du travail de préparation, et c'est aussi pour ça que peu de gens le font. Peu de gens vont prendre du temps pour configurer leur machine pour être tranquille plus tard. Mais nous, les développeurs, on le faisait. Et bien, ce qui a été ajouté cette année, c'est que cet écran d'accueil qu'on va pouvoir personnaliser. On va pouvoir créer plusieurs écrans d'accueil, d'écrans de verrouillage, pardon. On peut en créer plusieurs. Et donc l'idée, ça va être de dire, celui-ci sera pour le mode à la maison tranquille, celui-ci sera pour le mode travail. Donc on pourra changer peut-être l'image, les couleurs, les polices et les widgets quand on est au travail et quand on est à la maison ou quand on va faire du sport. Et donc on va relier ces différents modes-là. Et ce qui nous permet à nous, en plus, les développeurs de faire, et ça c'est à vous de voir si vous allez intégrer ces nouvelles API, c'est dans vos applications de connaître le mode actuel, le mode de concentration, pour afficher ou masquer certains contenus. Si vous avez par exemple une application de messagerie, de chat ou de discussion entre personnes, vous pourriez choisir en mode travail de n'afficher que les discussions de travail. Et lorsqu'on désactive ce mode travail, au contraire, on pourrait masquer les conversations de travail et ne mettre que les conversations perso. Par exemple, c'est un exemple. Donc tout va dépendre de l'application que vous avez. Est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser?
Je suis quand même assez mitigé sur celui-ci. Autant les widgets pour l'écran d'accueil, c'est intéressant, autant ce mode focus et la personnalisation du contenu dans les applications, je trouve on pousse un peu loin le truc, sachant qu'il y a vraiment peu de gens qui vont configurer les applications en fonction des modes. Donc est-ce que vous aurez beaucoup d'utilisateurs qui vont s'en servir? Encore une fois, ça reste à vous de décider. Un risque avec ça, si vous activez cette fonctionnalité, c'est que les utilisateurs ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils masquent du contenu et qu'ils croient qu'il y a un bug dans l'application. C'est un des risques que vous pouvez avoir. Donc à vous de voir si vous voulez le supporter. Je suis un peu dubitatif, je vais prendre un peu de recul sur cette fonctionnalité pour voir si vraiment les gens s'en servent et je serai toujours à temps de l'ajouter après si c'est le cas. Ok, une autre nouveauté sur l'écran d'accueil, c'est un widget spécial. En plus des petits widgets qu'on peut rentrer à côté de l'heure et des notifications, maintenant on aura un widget qui s'appelle le suivi en direct, le live feed, qui va permettre de suivre quelque chose qui se passe dans vos applications sur écran verrouillé. C'est exactement ce que Apple faisait pour la musique. Lorsque vous lancez la musique dans l'application d'Apple, et que vous verrouillez votre écran, ça ne coupe pas la musique, continue à tourner. Et si vous touchez votre écran, vous pouvez, sur l'écran d'accueil, continuer à contrôler la musique, le volume, voir le titre, la pochette, avance rapide, pause, play, tout ce genre de choses-là, sans avoir à déverrouiller votre téléphone. Eh bien, Apple propose maintenant à des applications tierces de faire la même chose. Donc, si vous avez une application qui s'utilise dans la durée, ça peut être utile d'avoir ce genre de choses. Ils avaient donné l'exemple, par exemple, de Nike Running, donc vous faites une course, mais vous pouvez voir maintenant sur l'écran d'accueil verrouillé les infos essentielles de la course sans avoir à garder l'iPhone déverrouillé en permanence pendant votre course. Ça, c'est une fonctionnalité que je trouve très intéressante si votre application s'y prête. J'espère que plein d'applications vont le faire parce que j'aime pas garder l'écran allumé. Par exemple, je suis un utilisateur de l'application Stephen. Sur Stephen, j'en ai marre de toujours avoir l'écran toujours déverrouillé, alors que j'aimerais juste pouvoir suivre mon avancée sans avoir à déverrouiller l'application à chaque fois. Donc il y a plein d'applications qui pourraient profiter de ça. Si la vôtre en fait partie, voilà, n'hésitez pas à découvrir cette API. Je pense que ça va être similaire à ce que l'on peut faire avec les widgets. Encore une fois, je n'ai pas toutes les infos puisque Apple va sortir les vidéos progressivement dans la semaine. Là, c'était juste les annonces de haut niveau. Ils ont dit ce qu'il y avait. On a quelques infos techniques, mais vraiment très peu. Et dans la semaine, ils vont sortir des vidéos plus précises. Donc, il faudra voir si c'est pas trop compliqué à faire. Mais je pense que ça peut valoir le coup si votre application s'y prête. Autant les widgets classiques que vous allez créer et placer sur l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage, il faut que l'utilisateur ait choisi votre application, qu'il la mette ici, qu'il réserve une place pour vous, ce qui n'est pas garanti. Autant ce suivi en live, il est tout à fait possible qu'un utilisateur lance votre application, fasse quelque chose avec qui dure longtemps parce que votre application est utilisable de cette façon-là, et ensuite qu'il verrouille son écran et qu'il sera content de découvrir que vous avez un suivi sans avoir à déverrouiller l'écran. Ça peut valoir le coup. Donc réfléchissez-y. Une autre fonctionnalité avancée que peu d'utilisateurs utilisent, et jusqu'à présent Apple proposait de le faire, mais je vous ai toujours recommandé de ne pas le faire, de ne pas supporter cette fonctionnalité-là, parce que ça ne valait pas le coup justement, c'était Siri. Jusqu'à présent, pour avoir une application compatible avec Siri, il fallait utiliser des intents, des mécanismes assez complexes qui nécessitaient de créer un fichier de configuration en XML qui se configurait dans Xcode, puis de l'IA et du code. Il y avait vraiment plein de choses à faire pour avoir le support de Siri. Et on le sait, Siri est utilisé de façon très superficielle par les utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils s'en servent des fois pour envoyer des SMS, allumer de la lumière, monter le son, des choses très très basiques avec les applications d'Apple. Mais combien d'utilisateurs vont utiliser Siri pour des applications tierces? Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait grand monde. Donc ça valait clairement pas le coup de se prendre la tête pour ça. Cette année, ils ont changé la façon de créer ces intents. Maintenant, ils appellent ça des app intents. C'est uniquement en Swift, c'est beaucoup plus léger, la syntaxe est plus simple à mettre en place. Il faudra voir encore une fois plus en détail. Mais de ce que j'ai vu sur le State of the Union, ça avait l'air beaucoup plus simple qu'avant. Donc ça règle le problème de la complexité. Ça reste quand même une interaction Siri, donc c'est pas super simple, mais c'est pas super compliqué comme c'était le cas avant. Donc ça peut valoir le coup. Et en plus de ça, ils ont intégré ce que vous allez supporter avec ces intents à plein d'endroits différents. Ça sera dans Siri, ça sera dans le moteur de recherche. Si quelqu'un fait une recherche sur votre application, il verra l'application et des actions toutes prêtes. Ça marchera aussi avec Shortcuts. Donc il y a plusieurs utilisations. Donc on diminue la complexité, on augmente l'utilisabilité. Ça reste une fonctionnalité avancée à mon avis. Donc je ne suis pas sûr que ça vaudra le coup pour tout le monde. Mais il faut explorer. Si c'est une petite demi-journée de travail pour ajouter ça et que ça fasse plaisir à pas mal d'utilisateurs, pourquoi pas? C'est à réfléchir. Passons maintenant aux choses payantes pour les développeurs. Oui, puisqu'il y a certaines fonctionnalités qui sont payantes. Et puis après tout, finalement, les développeurs sont des clients comme les autres. On est quand même nombreux les développeurs. Apple va chercher à se faire un petit peu d'argent sur notre dos, mais finalement, c'est normal. Même si je suis un peu taquin, je comprends aussi que tout ne peut pas être gratuit pour les développeurs. Et donc, on va discuter des fonctionnalités payantes. Il y en a deux qui ont été présentées et une sur laquelle c'est pas vraiment très clair. La première, c'est très très clair. Il avait présenté l'année dernière, elle était en bêta. C'est Xcode Cloud. Vous en avez déjà parlé l'année dernière. Je suis pas super emballé à l'idée de Xcode Cloud. C'est
l'idée d'avoir de l'intégration continue, donc ça c'est très très bien. Maintenant, avoir de l'intégration continue avec des technologies 100% Apple, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a souvent des briques logicielles externes dans des projets un peu gros. Et donc, est-ce que vraiment on a envie de faire tout avec des technologies Apple? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on ne va pas utiliser d'autres prestataires qui sont peut-être plus puissants et moins chers et plus compatibles? Je ne sais pas, à voir. Et surtout, si vous êtes un indépendant, toutes les fonctions de collaboration, vous n'en avez pas besoin, vous allez les payer quand même. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Bon, dans tous les cas, ça sort de bêta à partir de maintenant. Il n'y a même pas de formule gratuite. Je pensais qu'il y aurait une formule gratuite justement pour les petits développeurs et ensuite qu'on paierait en fonction des équipes et des besoins. Non, ce n'est pas le cas. C'est payant dès le début. Il y a plusieurs formules. La moins chère est à 15 $ par mois. Ils nous offrent les 6 premiers mois jusqu'en décembre. C'est gratuit. Donc, à voir si c'est intéressant pour vous. Pour moi, en tant qu'indépendant, honnêtement, j'ai du mal à voir l'intérêt. S'il y a un truc qui me paraît cool, je crois que ça y est, hein, j'espère en tout cas, c'est le test automatisé sur plein d'appareils différents. Puisque nous, on va tester sur nos propres appareils ou sur nos simulateurs. Je crois, en tout cas, les autres services d'intégration continue le proposent, et j'espère qu'Apple le propose aussi, que l'on peut exécuter nos tests sur des machines chez Apple, sur plein de machines différentes, et récupérer les résultats en local sur notre ordinateur. Donc ça peut être intéressant. Ok, donc Xcode Cloud est dispo, à vous de voir si vous allez l'utiliser. Autre fonctionnalité qui est payante, et celle-ci qui est nouvelle, et que je trouve déjà beaucoup plus intéressante, c'est WeatherKit. Apple a racheté une start-up de la météo qui fournissait des données très précises, notamment aux États-Unis. Et ils avaient déjà commencé par refaire l'application météo, je crois que c'était l'année dernière. Et maintenant, ils ouvrent l'API aux développeurs. Donc, on va pouvoir utiliser cette API pour récupérer les données brutes de météo qui sont très précises et ensuite les utiliser dans nos applications, soit pour créer une application de météo, soit pour intégrer des fonctionnalités de météo dans des applications qui ne sont pas spécifiques. Au niveau du tarif, vous avez une formule gratuite, ça c'est bien, ouais, c'est ça qui manque je pense sur Xcode Cloud, une formule gratuite mais qui a je crois quand même 500 000 appels par mois, donc c'est quand même assez costaud pour construire des expériences un peu intéressantes et ensuite si vous avez du succès et que vous consommez plus, ben, c'est normal de commencer à payer, ça ne me dérange pas, c'est-à-dire quand vous testez des fonctionnalités sur des petits volumes, c'est bien de ne pas payer comme ça, on teste librement, on ajoute la fonctionnalité, on voit si ça plaît du côté des utilisateurs, et si ça commence à plaire et que ça nous attire les utilisateurs, oui on va payer, il n'y a pas de souci Apple, on vous donnera des sous. Et là, je trouve que le modèle est plutôt beaucoup mieux pensé. Je suis quand même inquiet sur un truc. Est-ce que ces données sont précises partout dans le monde? C'est un peu la spécialité d'Apple ces derniers temps. Ils sortent d'abord quelque chose de génial aux États-Unis. Comme ça, sur les présentations, ça fait un super effet. Mais en fait, quand on s'en sert à l'étranger, il n'y a aucune donnée, ou il y a très peu de données, où ça ne marche pas, où ça marche moins bien. Et donc, du coup, j'espère que cette météo sera précise. Et puisqu'on est dans le thème des données très précises aux États-Unis et pas précises partout ailleurs, on a aussi des évolutions sur MapKit. Et c'est là la troisième qui pourrait avoir un côté payant, mais ce n'était pas très clair dans la présentation. C'est-à-dire que dans la présentation, ils ont parlé de deux choses, même de trois choses en fait. Des améliorations de l'application Apple Maps, qui est mieux parce qu'ils ont ajouté des modèles 3D très beaux pour les bâtiments dans les grandes villes américaines, encore une fois. Ensuite, sur le SDK MapKit pour les applications tierces, il y a des améliorations parce qu'il y avait des fonctionnalités qui étaient réservées à l'application d'Apple qui maintenant sont disponibles, comme le mode 3D par exemple, que l'on va pouvoir intégrer via MapKit dans nos applications. Et la troisième nouveauté, c'est une API qui nous permet de récupérer des adresses à partir de coordonnées GPS ou au contraire des coordonnées GPS à partir d'une adresse, plusieurs modes de recherche. Donc on a une API REST qu'on va pouvoir utiliser depuis nos applications ou depuis un serveur. Et j'ai pas vu de mention de paiement, mais ça me paraît bizarre qu'ils nous donnent ça gratuitement. Donc à mon avis, il y a peut-être un truc là. Peut-être qu'il y a une formule gratuite et qui est payante après par la suite. Voilà, faudra voir plus en détail cette semaine lorsqu'ils nous donneront plus d'informations. Mais cette API peut être intéressante pour, encore une fois, ajouter des fonctionnalités à vos applications sans avoir à taper dans des API tierces, des abonnements extérieurs. Si Apple peut nous fournir déjà une petite formule gratuite pour des petits volumes et éventuellement commencer à payer si on a beaucoup d'utilisateurs, bah pourquoi pas? Ça peut être cool. Ok, on avance. Je vous avais dit qu'il y en avait pas mal. C'est quand même un gros morceau, cette conférence des développeurs. Mais je continue. On va passer maintenant sur les choses un peu plus techniques, au niveau du langage même, des choses qui n'ont même pas été mentionnées dans le keynote, mais que j'ai pu voir dans la conférence un peu plus technique, le State of the Union. Au niveau du langage Swift, il y a plusieurs améliorations, notamment la gestion des expressions régulières. Alors, les expressions régulières, pour la plupart des développeurs, les regex, lorsqu'on entend parler de ça, c'est... Non! Oui, parce que ça fait flipper ces trucs. J'aime bien ça, c'est fun, sur des petites expressions régulières, je les construis moi-même, j'aime bien. Mais on peut s'arracher les cheveux sans problème avec les regex, hein, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble, quelqu'un qui ne connaît pas, vous lui montrez une expression régulière un peu complexe pour vérifier un email ou une URL, il va se dire mais c'est quoi ce truc? On dirait une blague, c'est d'une complexité sans nom. Et donc sur Swift, sur les dernières versions de Swift, il y a eu un énorme effort là-dessus
Au niveau open source, c'est pas que Apple, vous savez que le Swift c'est un langage open source qui évolue avec des contributeurs externes. Donc il y a eu plusieurs améliorations qui ont été proposées cette année et qui ont été validées là-dessus. Donc la première, ça va être la possibilité d'exprimer les regex directement sans passer par des guillemets, c'est-à-dire qu'on va les mettre directement en code entre deux slash. Et Xcode va pouvoir remettre une coloration syntaxique, une meilleure interprétation et une meilleure compilation de ces expressions régulières pour savoir quand il y a des erreurs et mieux comprendre ces expressions régulières. Donc ça, c'est le premier niveau. Et deuxième niveau, on va pouvoir générer les expressions régulières. En fait, ce qui rend compliqué les expressions régulières, c'est le côté pas du tout expressif du truc. C'est-à-dire que l'idée, ça va être d'exprimer pour nous des suites de caractères et des choses qu'on recherche dans du texte, mais avec une lettre ou un point ou une étoile, il faut connaître par cœur ce que veut dire chacune des choses. Et c'est ça qui est compliqué. Et bien là, l'idée, ça va être de dire, on a des fonctions, des petits blocs, un peu comme le SwiftUI, on va ajouter des blocs pour décrire une expression régulière, et ensuite le compilateur va transformer ça dans un truc ultra compliqué que personne ne comprend. Voilà. Et donc, ça, je trouve ça plutôt intéressant, vraiment intéressant, de pouvoir ouvrir un peu les expressions régulières en commun des mortels avec ce genre de mécanisme. Voilà pour la grosse nouveauté du Swift. Il y a aussi d'autres petites améliorations sur la gestion des données asynchrones, mais c'est principalement des choses qu'on connaissait déjà. Par contre, ils ont fait des améliorations sur SwiftUI. Là aussi, ils n'ont pas été très précis sur ce qu'ils ont changé, mais on a plusieurs nouveaux modes de mise en page qui sont, je pense, intéressants. On va les étudier un peu plus dans la semaine et on fera peut-être des vidéos dédiées là-dessus. Ils ont parlé de nouveautés sur la navigation. Alors la navigation, pour moi, c'est le gros problème de SwiftUI. C'est très bien pour des petites applications très très simples, mais il y a un problème essentiel dans SwiftUI, en tout cas à l'heure actuelle, la façon dont c'est conçu. Chaque écran est responsable de créer l'écran suivant, de déclencher la navigation vers l'écran suivant. Et ça, à mon avis, ça va à l'encontre de plein de choses, surtout quand on a des grosses applications. On est censé faire des écrans indépendants qui ne se connaissent pas entre eux pour pouvoir les tester de façon indépendante, pour les rendre les plus bêtes possibles. Enfin, il y a plein de choses dont on a parlé en cours d'architecture. Et c'est compliqué à faire avec SwiftUI. La façon dont l'état est géré pour chaque vue, la navigation est gérée, c'est compliqué. Donc ils ont parlé de nouvelles façons de naviguer. Ils n'ont pas donné beaucoup de détails. J'ai eu l'impression que c'était surtout des navigateurs qui géraient les écrans larges. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, j'attends d'en savoir plus. Je ne suis pas super optimiste, je ne pense pas que ce soit le truc que j'attendais, la révolution de navigation que j'attendais avec SwiftUI, mais on va voir. Peut-être que je me trompe et je ferai mon mea culpa si c'est le cas. Et dans tous les cas, on en parlera un petit peu plus, soit en cours dédié, soit sur cette chaîne YouTube, on verra. Et une nouveauté qui tombe un petit peu de nulle part, que je n'attendais pas et je ne pense pas que grand monde l'attendait, c'est un nouveau framework graphique uniquement pour SwiftUI qui permet de faire des graphiques. Oui, des graphiques, des histogrammes, des camemberts, des nuages de points. Tout un tas de graphiques que l'on peut créer. Donc une bibliothèque qui va être simple d'utilisation et très puissante puisqu'elle permet de créer des tas de graphes très personnalisables et avec des animations. À ma connaissance, c'est la première des bibliothèques 100% SwiftUI pour du graphique. Jusqu'à présent, SwiftUI, c'était juste du rattrapage de ce qu'il y avait déjà sur UIKit et des versions peut-être des fois simplifiées sur SwiftUI. Là, cette bibliothèque, je crois qu'elle est que pour SwiftUI et si vous êtes sur UIKit, vous pouvez tout simplement pas l'utiliser. Donc vous voyez, le mouvement est en marche, prenez le train les amis. Si vous aviez un message qui n'était pas encore assez clair jusqu'à présent, Apple insiste, l'avenir c'est SwiftUI. Ils l'ont dit plusieurs fois, hein, Swift, SwiftUI, Xcode, tout ça c'est fait pour marcher ensemble et ça représente l'avenir. Donc dès que vous pouvez migrer vers SwiftUI, faites-le. Et j'en arrive à une fonctionnalité qui n'a pas été mise très en avant par Apple et qui pour moi est super importante. Ça s'appelle Passkeys. J'ai pas dit pastis, je sais que j'ai un accent du sud, mais j'ai pas dit pastis, j'ai dit passkeys. L'idée c'est d'avoir des clés, keys, qui remplacent les mots de passe. Alors déjà, il faut savoir que c'est pas Apple qui a inventé ce concept, ça existe depuis très longtemps, la notion de clés publiques et clés privées. Si vous êtes développeur, peut-être vous connaissez déjà les clés SSH que je vous recommande d'utiliser sur vos serveurs, mais c'est exactement le même principe. On a une clé privée qui reste sur l'appareil de l'utilisateur et une clé publique qui est envoyée sur le serveur pour authentification. Donc le principe des clés privées, clés publiques existe depuis très longtemps. C'est déjà utilisé sous plein de formes. Apple, justement, respecte un protocole qui a été mis en place par plein de constructeurs et de développeurs différents, qui s'appelle Web Authentication, ou aussi FIDO, ça dépend, il y a plusieurs noms différents pour ce protocole. Et cette norme, elle est géniale, elle va permettre d'enlever plein de problèmes. Puisque les mots de passe, vous devez connaître, il y a plein de problèmes, mais on va résumer à 3 problèmes principaux. Lorsque vous vous inscrivez sur un site et que vous créez un compte avec un mot de passe, vous allez devoir déjà, en tant qu'utilisateur, choisir un mot de passe. Premier problème, l'utilisateur va très souvent
mal choisir en prenant le même ou en prenant un trop simple ou perdre son mot de passe. Donc il y a le choix du mot de passe qui déjà pose problème et l'utilisateur est un vrai problème là-dessus. Deuxième chose, il faut envoyer ce mot de passe à un serveur. Donc ce mot de passe qui est un secret, qui n'est pas censé être connu des autres, va passer sur Internet, traverser plein de serveurs et arriver sur le serveur distant. Donc si on est sur un réseau non sécurisé, qu'on n'utilise pas du HTTPS, il y a plein de choses mauvaises qui peuvent se passer lorsqu'on envoie ce mot de passe. Et enfin, ce mot de passe, il va devoir être stocké sur le serveur avec lequel vous voulez vous authentifier pour qu'il puisse vous reconnaître plus tard. Ce qui fait qu'en cas de piratage du serveur, ce secret qui était censé être un secret peut être volé par des hackers et donc ça pose des problèmes. Donc on a 3 problèmes: l'utilisateur, le transfert et le stockage sur le serveur distant. La solution que propose Apple aujourd'hui, mais qui a déjà été proposée par d'autres personnes et qui est ce standard Web Authentication, il règle ces 3 problèmes. Les 3, pouf, disparus. Il y aura peut-être d'autres problèmes, hein, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres, mais on sera déjà avec une solution beaucoup plus solide que ce qu'on avait avec les mots de passe. Alors, comment ça fonctionne? Lorsqu'un utilisateur va vouloir s'inscrire sur un site compatible, il va choisir un nom d'utilisateur, comme avant. Alors, ça peut être un mail, un nom d'utilisateur, au choix. Ça, c'était déjà le cas avant, et généralement, ce n'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose le plus souvent problème, c'est qu'il doit aussi choisir un mot de passe habituellement. Là, il n'a plus besoin de choisir le mot de passe. Ça n'existe plus, les mots de passe. Ce sera l'application qu'il utilise qui va générer 2 clés. Une clé publique, une clé privée. Et ce qu'il va envoyer au serveur, c'est son identifiant et la clé publique. Elle est publique, elle n'est pas secrète. Vous pouvez la donner au hacker si vous avez envie, cette clé publique. Ce n'est pas un souci. Vous envoyez ça au serveur. Le serveur, pour lui, ça c'est une inscription. Avec un identifiant et une clé publique, il peut créer un compte. S'il veut d'autres informations, parce qu'il en a besoin pour lui, nom, prénom, etc., il pourra vous le demander. Mais il a besoin que d'un identifiant et d'une clé publique. Donc vous voyez que le transfert de la clé publique, c'est pas grave, c'est pas secret. Le stockage de la clé publique, c'est pas secret. Donc les 2 problèmes qu'on avait, je n'ai pas réglé encore le problème numéro 1, mais le problème 2 et 3, l'envoi du mot de passe et le stockage du mot de passe, ça disparaît. Plus de hack possible à aucun de ces 2 niveaux-là. Et ça, c'est génial déjà. Ok, lorsque vous allez vouloir vous reconnecter, peut-être une semaine plus tard, l'utilisateur veut se reconnecter, il va fournir son nom d'utilisateur et il va utiliser sa clé privée. La clé privée, elle n'a jamais quitté son appareil. Elle est dans son téléphone ou dans son ordinateur ou dans sa tablette. Elle ne quitte pas l'appareil. Et pour que vous compreniez mieux comment ça marche, il faut savoir que les gens parlent souvent de clé publique et clé privée, c'est ce que je dis depuis le début parce que c'est le terme officiel. Moi, j'aime bien parler de serrure et de clé, parce que 2 clés ensemble, c'est pas très utile. Moi, j'aime bien parler de serrure et de clé. Considérez que la clé publique, ce qu'on a envoyé au serveur, c'est la serrure. La serrure, ce n'est pas quelque chose de secret. La serrure, vous l'avez sur votre porte, sur votre portière de voiture, de maison. Les voleurs, quand ils passent devant, ils peuvent l'avoir. Ce n'est pas un secret. Ce qu'il ne faut pas que les voleurs aient, c'est la clé privée qui reste dans votre poche, que vous ne donnez pas aux gens que vous ne connaissez pas. Mais c'est la même idée. Ce que vous envoyez au serveur, c'est un verrou, une serrure. Et lorsque vous voulez vous connecter, le serveur, il va vous redonner ce verrou. Il vous le donne, il le met devant votre appareil. Et vous avez la clé qui ne sort pas de votre appareil, vous la mettez dans le verrou, vous le déverrouillez. Hop, lui il récupère son verrou, ah c'est bon, tu l'as déverrouillé, c'est toi. À aucun moment, il a vu la clé. À aucun moment, elle est passée sur le réseau. Personne ne l'a vu passer cette clé, elle est restée sur l'appareil de l'utilisateur. Depuis le jour de l'inscription, elle n'a jamais quitté le téléphone. Elle est dispo que pour cet utilisateur. Et justement, on avait déjà réglé 2 problèmes, il nous en restait un, c'était l'utilisateur. Pour régler le problème de l'utilisateur, pour pas qu'il perde ses mots de passe. Déjà, il n'a rien à mémoriser. La clé privée, il ne la connaît pas. Ça a été généré pour lui, c'est un truc très très long, un fichier très compliqué qui est stocké sur l'ordinateur, il ne le connaît pas. Donc il ne peut pas le perdre. Par contre, il peut perdre son téléphone. Ça peut lui arriver. Ou il peut avoir plusieurs appareils. Et là, Apple a fait le boulot pour nous. On n'a pas à le gérer, c'est Apple qui va le gérer. Déjà, ils vont synchroniser les clés entre tous les appareils de l'utilisateur. Tous les appareils iPhone, iPad, Mac qui seraient connectés au même compte Apple vont avoir une copie de toutes ces clés qui seront sur l'ordinateur de l'utilisateur, sur le téléphone, et qui seront protégées par de la biométrie quand ce sera disponible. Lecteur d'empreintes, reconnaissance de visage, vous savez déjà comment ça marche sur Apple. Donc vous avez plus de risque de perte, ça va être synchronisé, sauvegardé et tout, on ne peut pas les perdre, et il ne peut pas accidentellement le donner à quelqu'un qui pourrait lui faire croire que c'est quelqu'un de gentil, parce qu'il ne le connaît pas, il ne peut pas le donner, ça reste dans son téléphone. Le seul moyen de se connecter, c'est de vraiment connecter le téléphone. Le dernier cas d'utilisation qu'on n'a pas encore couvert, c'est si on cherche à se connecter sur un appareil qui n'est pas le sien. Si vous êtes chez un ami, vous avez votre téléphone avec vous, mais vous voulez vous connecter sur l'ordinateur. Et ça aussi, ça a été prévu. Sur le site en question, vous allez rentrer votre identifiant.
le site va réaliser, il va regarder est-ce que c'est quelqu'un qui a un mot de passe et il va donner un mot de passe. Mais si, dans votre cas, vous n'avez pas un mot de passe, vous avez un passkeys et non pas un pastis, il va vous présenter un QR code en disant « Ok, vous présentez votre téléphone et scannez le QR code » et le téléphone va tout faire, va faire comme si c'était lui qui se connectait. Il va déverrouiller la session sur l'appareil en question, juste en scannant un QR code. C'est quand même vraiment cool. Donc, on a une solution qui, je pense, est super intéressante. Elle règle des tas de problèmes pour les utilisateurs, mais pour nous aussi, les développeurs. Combien de fois on a géré le problème des utilisateurs qui ont perdu le mot de passe? C'est insupportable. On passe notre temps à gérer des problèmes de compte. Et j'en veux pas aux utilisateurs. Hein. Tout le système est mal pensé. Le seul moyen de ne pas avoir de problème, c'est d'avoir des gestionnaires de mots de passe, mais il y a plein de gens qui ne vont pas le faire, et c'est quand même contraignant. Si on peut se débarrasser de ça aussi, pourquoi pas? Si tout peut être géré de façon correcte par l'appareil lui-même en natif, ça ira très bien. Et puis s'il y a un gestionnaire mot de passe qui permet de gérer ses passkeys, mais pourquoi pas aussi, ça me va bien aussi. Okay, donc on a une solution qui est vraiment intéressante. Et pour en tirer parti, il faut que nous, les développeurs, on joue le jeu. Qu'on simplifie la vie de nos utilisateurs. Qu'on ajoute ce support-là sur nos applications et sur nos sites web. Apple a fait un boulot énorme de simplification côté utilisateur. Donc si vous le faites, si vous faites partie des premiers, je peux vous garantir que les utilisateurs, ils vont apprécier. Ils seront contents lorsqu'ils vont avoir à créer un compte, que ça se fasse en un clic. J'appuie sur un bouton, j'envoie mon email et c'est tout. C'est quand même top. Donc si vous arrivez à faire ça, vous aurez plus d'inscriptions et moins de problèmes de gestion. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui, à mon avis, est passée inaperçue, mais qui pourtant est vraiment intéressante, surtout sur le long terme. Ça ne se fera pas d'une année sur l'autre, parce qu'il faut que les gens s'équipent d'appareils compatibles avec le temps. Mais dès que les gens seront équipés et que les sites seront compatibles, on va gagner en confort de vie, autant du côté des utilisateurs que du côté des développeurs. Voilà pour les principales nouveautés logicielles et techniques qui sont dispo pour les utilisateurs et ce que ça implique pour nous les développeurs. Vous avez vu, je vous avais dit qu'il y en avait pas mal. Il fallait s'accrocher, on a parlé depuis un petit moment là, quand même, depuis le début. Il y a quand même une autre nouveauté qui me plaît beaucoup, c'était juste un sneak peek pour l'instant, mais je voulais quand même vous en parler parce que j'ai vraiment adoré le concept. C'est l'évolution de CarPlay. Vous vous rappelez que depuis pas mal d'années, il y avait des rumeurs comme quoi Apple allait sortir une voiture, le projet Titan, ils appelaient ça, qu'il y avait pas mal de recherches, puis l'équipe s'était arrêtée, repartie, ça avançait pas, ils ont eu des problèmes, etc. Et on ne savait pas s'ils allaient sortir une voiture vraiment, ou s'ils allaient sortir des accessoires pour des constructeurs existants. Je pense qu'Apple même n'est pas encore sûr là-dessus. On ne sait pas où ça va aller. Mais hier, ils nous ont montré une évolution possible de CarPlay, puisque dans les voitures récentes, maintenant, on a un écran central, mais on a aussi un écran pour le compteur, etc., où ce serait Apple qui gérerait tout ça de A à Z. Les compteurs qui seraient personnalisables, l'apparence, la jauge d'essence, ou plutôt d'électricité, parce qu'il y aura de moins en moins d'essence, j'espère, dans les voitures à l'avenir. Ils nous ont montré une évolution possible avec plein d'écrans personnalisables pour gérer le côté multimédia, conduite, avoir toutes les informations présentées au bon moment et de la façon correcte. Ça peut être vraiment sympa. J'espère qu'ils vont nous laisser des boutons physiques, ce ne sera pas tout du tactile, parce que ça, par contre, c'est insupportable en voiture, mais qu'au moins, au niveau de l'affichage, ça sera disponible. Alors, c'était qu'un sneak peek, attention, ne vous emballez pas, ne vendez pas votre voiture tout de suite, là, ça ne sera pas dispo maintenant. Ils ont dit que les premiers modèles arriveraient l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, donc fin 2023. Donc ça laisse plus d'un an avant les premiers modèles, et où seront disponibles les premiers modèles, et quels seront les premiers modèles. Vous avez le temps encore, mais j'ai vraiment adoré l'idée. Et j'espère que ça va aller loin. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Et justement, j'aurais aimé là que dans les commentaires, vous me fassiez un petit retour sur ce que vous avez pensé de ces nouveautés. Que ce soit les nouveautés d'iOS, les nouveautés de macOS. On n'a pas trop parlé ici parce que là, on s'est concentré sur la partie développement et ce que ça implique pour nous. Mais il y a des nouveautés iOS, macOS, iPadOS, Apple Watch. C'est beaucoup de nouveautés pour les utilisateurs. Vous avez vu, avec tout ce temps qu'on a passé, j'ai encore zappé plein de choses parce que il fallait faire des choix. On ne va pas parler pendant 2 heures, vous n'allez pas tenir. Donc là, j'ai fait le choix de me concentrer sur les parties développement et ce que ça implique pour nous. Quelles sont les fonctionnalités qui vous ont le plus plu? Quelles sont celles auxquelles vous ne croyez pas du tout? Vous avez les commentaires en dessous. Dites-moi, ça me ferait vraiment plaisir d'en parler avec vous, qu'on échange. Et ce qui me ferait plaisir aussi, ça serait que si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez sur le petit pouce et que vous vous abonniez. Comme ça, la prochaine fois que je sortirai une, vous serez au courant tout de suite. Et vous pourrez rapidement améliorer vos applications pour être les premiers à créer des applications géniales. Bravo à tous ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Je vous dis happy coding et à très vite pour devenir encore meilleur. Salut!